Bien, parenthèse d'une heure, au milieu de cette crise sociale et politique dont on parle évidemment depuis 10h30, parenthèse consacrée à l'immobilier. Je pose des questions simples. L'achat aujourd'hui, appartement ou maison, est-il devenu difficile, voire impossible? La fête de l'immobilier est-elle finie? Nous en parlons. Il y a demain, je crois que ça commence demain, le salon. Il y a un salon de l'immobilier neuf. Ça commence aujourd'hui même, 17, 18, 19, oui c'est aujourd'hui le 17, porte de Versailles. Sud Radio d'ailleurs sera en direct à 9h15 demain, on parle IMO avec Marc Ezrati. Bien, 11h05, nos invités pour parler d'immobilier, avec nous par ordre alphabétique, Maëlle Bernier qui est directrice de la communication, porte-parole de Meilleur Taux, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, bonjour. Bonjour à vous. Et puis Corinne Joly, qui est présidente de Particulier à Particulier. Bonjour. Bonjour. Corinne Joly, merci d'être... Alors, question donc, est-ce que la fête est finie? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la fête est finie? La fête de l'immobilier est finie? Maëlle Bernier. Alors, en tout cas, le crédit gratis, c'est terminé. Oui. La fête des taux, c'est fini. Parce qu'effectivement, on est passé de 1 à 3% en un an. On a triplé. Merci, effectivement, l'inflation. Merci Poutine. Enfin, tout ça nous cumule. Cumulé, et donc, c'est vrai que, mes collègues vont dire comme moi, mais pareil, mais on a en face des taux qui ont monté et des prix qui n'ont pas vraiment bougé. Bon. Donc ça coince. Donc ça coince. Oui. Corinne Joly, ça coince vraiment? Ça coince sur le financement, ça coince pas forcément sur l'envie. Il y a toujours de l'envie d'acheter, mais il y a une difficulté parce qu'aujourd'hui, il y a des conditions d'accès au crédit qui sont plus dures, et notamment, je pense aux jeunes à qui on exige aujourd'hui d'avoir beaucoup d'apports personnels, notamment 20% du prix du bien. Il faut quand même énorme, les avoir. Donc ça exclut les primo-accédants, donc les locataires, etc. Donc souvent des jeunes. Et puis, quand on passe à la tranche d'âge suivante, les quarantenaires, ils sont exclus pour une autre raison, qui est le fameux taux d'usure, c'est-à-dire le taux plafond autorisé. Eux, ils reviennent là, parce que le taux d'usure, il est maintenant... Maintenant, ça a été un petit peu corrigé, parce qu'on a corrigé. Même pas mal, parce après 6 mois de bataille, là, quand même. Oui, au moins. Voilà, mais donc aujourd'hui, la fête est finie, quoi. Je dis la fête parce qu'il y a eu une période là où les taux étaient très bas, où l'immobilier était en plein boom. Je m'adresse au président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Alors, si vous me permettez un jeu de mots, l'immobilier, un petit peu en retraite, effectivement, c'est un petit peu à la mode, ce jeu de mots. C'est pas mal. Nous, on est arrivé à une conjoncture qui conjugue aujourd'hui 4 crises. La première, une crise de l'offre. Depuis les dernières élections municipales, les maires sont fragiles pour signer des permis de construire. La population ne veut plus de l'acte de construire et on voit nos offres s'effondrer. Ça, c'était vraiment notre sujet jusque le milieu du second semestre. Depuis un certain temps, quelque temps, 6 mois à peu près, nous avons aussi maintenant une crise de la rentabilité. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation des prix de revient, nous avons une opération sur 5, nous, les promoteurs, qui ne sort pas pour cause de non-rentabilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus construire. C'est trop cher. Le coût de la construction est trop élevé. Trop élevé, et comme les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, on ne peut pas augmenter nos prix de vente. Et donc, on diffère l'opération, on la retarde, on la retravaille, ou tout simplement, des fois, ça nous arrive, on l'annule. Ça, c'est notre deuxième crise. Troisième crise, il y a une crise psychologique. Les acquéreurs actuellement n'ont pas trop envie de venir. On voit à peu près moins de 35% de fréquentation de nos sites, de nos bulles de vente. Et alors, quatrième crise, on a un taux de désistement qui a explosé, puisque usuellement, il est aux alentours de 13%. 13 clients sur 100 ne vont pas au bout, ils se désistent avant de signer chez le notaire. Là, on est passé sur l'année 2022 à 27%. Il y a 27% des clients, 27 sur 100 ne vont pas au bout. Et là, non, ça c'était en 2022, et depuis le 1er décembre, on est sur un taux voisin de 50%. Un client sur deux. Un client sur deux qui se désiste. Et alors, il se désiste pourquoi? Alors, merci de la question. J'appelle ça, moi, des désistements psychologiques. Des clients qui ont signé, et ils ont un délai de 10 jours pour se rétracter, donc dans les 48 heures, on reçoit un recommandé en disant j'ai plus envie, j'ai changé d'avis. Ça, c'est nouveau, c'était très très rare. C'est une envie, non, c'est pas une envie. Et ils ont pris peur. En fait, ils en ont discuté en famille ou avec des amis, et ils se sont dit, c'est peut-être pas le moment, le prix de l'énergie, etc. Ils se désistent. Et après, on a
On a des spécialistes autour de la table, beaucoup de clients qui ne sont pas financés. Donc voilà, donc oui, effectivement, nous ne sommes pas en mode fête. Oui, beaucoup de clients qui ne sont pas financés. De toute façon, on est à combien le taux moyen là aujourd'hui? On a 3. Sur 20 ans. Sur 20 ans, 3. 3% sur 20 ans. On se serait parlé il y a un an, je vous aurais dit on est à 40. Oui, voilà. Évidemment. Donc évidemment, le problème c'est que, je vais vous donner un exemple très simple. Un couple qui gagne 4 000 €, oui. Entre janvier 2022 et maintenant, il est passé d'une capacité d'emprunt de 280, un peu plus de 280 à 235. C'est-à-dire qu'on pouvait emprunter 280 000 €, aujourd'hui c'est 235 000 €. Donc, il manque quasiment, donc on est quasiment à 50 000. Les 50 000 €, si ce couple a de l'épargne, il va les piocher dedans, il va les chercher. S'il n'a pas d'épargne, il ne pourra pas. Donc, soit il va acheter plus petit, soit il ne va pas acheter du tout. Parce qu'il y a de l'épargne. Oui, mais on bat des records. C'est très mal réparti. Mais oui, c'est très mal réparti. Oui, les 4 sup, 40-45 ans ont très bien épargné pendant le confinement puisqu'ils n'ont plus rien fait. Ils ont pu voyager, ils ont pu aller au resto. Mais tous les autres, ils n'ont pas fait grand chose. Donc en fait, c'est hyper mal réparti. Et donc le cas dont je parle, il est effectivement bloqué. Et donc, il va faire quoi? Il va se désister, ou alors il va acheter plus petit. Et les primo-accédants, c'est pas les banques qui leur demandent. Moi, pour le coup, c'est pas les banques qui demandent plus d'apport. C'est les Français qui apportent plus d'épargne pour compenser ce manque à emprunter. Non, mais les banques sont plus frileuses, quand même. Alors, honnêtement, je vais vous dire un truc. Elles sont plus frileuses ou pas? Les banques, le problème, c'est qu'elles-mêmes empruntent, parce qu'elles n'ont pas augmenté les taux pour le fun. Hein. Bien sûr. Elles ont augmenté les taux parce qu'elles empruntent elles-mêmes à 3%. Quand on regarde les taux d'emprunt des banques, aujourd'hui, c'est 3. Donc, vous êtes prêteur. On vous dit, t'empruntes à 3, tu prêtes pas à 3. Elle devrait prêter plus. En fait, elle devrait prêter plus cher, en fait. Donc, en fait, les banques, elles gagnent pas beaucoup d'argent là-dessus. Sur les prêts. Et même certaines ont carrément arrêté de prêter. En disant, moi, de toute façon, je gagne pas d'argent, donc j'arrête de prêter. Elle ne prête plus. Moi, j'ai déjeuné il y a une dizaine de jours avec un grand patron d'une banque régionale dont je tairai le nom, qui m'a dit qu'habituellement, il livrait 100 millions de crédits immobiliers par semaine. Oui. Il a interdit à ses équipes de passer 30 millions par mois. Ça divisé par 14. C'est-à-dire que c'est pas rentable. Donc, les banques ne prêtent plus. Elles peuvent pas, c'est pas rentable. En fait, le taux d'usure, qui est une bonne idée pour limiter l'inflation, fait que souvent elles sont au-dessus du taux d'usure si elles veulent prendre leur rentabilité, et donc elles préfèrent s'abstenir. Elles devraient prêter à 4. Faut-il avoir peur d'acheter? C'est une question que je vais vous poser, mais je voudrais terminer avec les banques. Donc, si les banques ne prêtent pas, comment faire pour acheter? Il reste, je veux dire. Quelle solution? Il reste quoi? Maman. Alors, il reste maman. Il reste aussi tous les gens qui ont la chance d'avoir acheté tôt, qui revendent. Vous avez toute une catégorie de la population dont je vais parler qui s'appelle les retraités un peu aisés, qui sont dans des grandes maisons familiales, qui les revendent pour acheter différemment, par exemple des appartements qui sont plus adaptés. Oui. Ils s'en foutent. Enfin, honnêtement, en province, ils vont vendre des maisons à 700-800 et ils vont acheter des apparts à 400 ou 500. Eux, ils achètent. Oui. Donc en fait, il y a une vraie différence d'âge. L'acheteur a changé alors. Aujourd'hui, l'acheteur a changé. Vieilli, et effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, et c'est d'ailleurs pour ça que les prix ne baissent pas encore, c'est qu'en réalité, il y a encore une partie du marché qui est épargnée par la situation, qui est le marché de ceux qui ont fini de rembourser leur crédit, qui sont rentrés dans la propriété il y a 20-30 ans, et qui financent des achats en revendant d'autres biens. Ceux-là, on les oublie souvent, mais ceux-là ne se sentent pas concernés par la crise du financement, et aujourd'hui, ça représente... Nous, sur la dernière étude qu'on a faite sur PAP, c'était 30 à 40% des acheteurs. Ceux-là maintiennent les prix là où ils sont. Et donc, du côté des vendeurs, quelque part, vous avez encore une chance, ils font tomber sur ces acheteurs. Et ça explique pourquoi il y a certains marchés qui ne baissent pas du tout. Et là, je vais citer notamment le littoral. Le littoral, ça baisse pas du tout. C'est-à-dire que le littoral, au sens large, le littoral de Nice à Perpignan et de Biarritz jusqu'à la Côte d'Opale. Exactement. Au Touquet. Exactement, parce qu'on ça ne baisse pas. Il y a le marché du littoral et de manière générale, le marché des résidences secondaires, toutes les zones touristiques, en ce moment, ça ne baisse pas. Ça ne du baisse tout. pas. Et c'est assez... on a même aujourd'hui quelque chose de paradoxal et de pas très sain quand même, qui est une corrélation entre le taux de résidence secondaire et les prix immobiliers. C'est-à-dire que plus il y a de résidences secondaires, plus c'est cher. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour acheter sa résidence principale. Et puis, d'autres personnes ont de l'argent pour acheter des résidences secondaires. Aujourd'hui, il y a une inégalité qui s'installe.
qui s'installe. Oui et non, parce que... oui et non, quand les nous dit le promoteur. Mais non, mais c'est vrai. Mais simplement... Corinne Joly, donc ce que vient de dire Corinne est parfaitement vrai. Présidente de particulier à particulier, oui. Ce qui vient d'être dit par Corinne est parfaitement vrai. Simplement, quand on regarde, c'est bien au départ des propriétaires occupants qui ont fait, passez-moi le mot, mais la culbute, en vendant à des propriétaires en résidence secondaire. Donc, ils se plaignent souvent en disant on ne peut plus loger nos propres enfants. Moi, j'entends ça au Pays Basque, j'entends ça partout, parce que les prix sont devenus fous. Mais c'est quand même eux, au départ, qui ont vendu leur résidence principale à des... pour en faire des résidences secondaires. Ça, c'est vrai. Il y a des vendeurs qui ont gagné de l'argent. Il y a des vendeurs qui ont fait une plus-value. Je mets un bémol quand même. Oui, vous avez raison. Attendez, Maëlle. Attendez, parce qu'il faut que j'observe une petite page de pub. Il est 11h15. À tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est très intéressant. On va entrer dans le vif du débat. On a déjà, d'ailleurs, fait le constat de la situation. À tout de suite. Il est 11h18. Parlons de l'immobilier au sens large, avec nos invités Maëlle Bernier, qui est directrice de la communication, porte-parole de meilleurtaux.com, Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, et Corinne Joly, présidente de particulier à particulier. 11h18. Vous êtes des spécialistes. Je vous pose la question, faut-il avoir peur d'acheter aujourd'hui ? Parce que... Bon. Honnêtement, allez-y. Honnêtement, moi je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui ça reste la meilleure couverture. Ah bon ? Parce que dans 20 ans, quand vous achetez un bien, alors on a vécu des années où acheter coûtait le même prix que louer. Oui. Bon, ça c'est terminé, on a compris, les taux sont plus chers, ça coûte plus cher. Sauf que dans 20 ans, quand vous aurez fini de payer votre crédit, vous aurez ce toit. Quand vous êtes locataire, vous n'avez rien. Vous continuez de payer. Si votre propriétaire décide de revendre, vous pouvez l'acheter ou pas. Vous allez vieillir. La retraite finira quand même un jour par arriver, en tout cas, avec des sommes, des revenus plus faibles. Donc, acheter sa résidence principale, pour moi, c'est la meilleure assurance vie. Oui, mais maintenant, vous êtes bien maman, mais acheter avec quoi, avec quoi ? Maintenant, vous me demandez, est-ce que c'est dangereux ? J'ai dit, c'est pas dangereux. Maintenant, il faut pouvoir le faire. Ce n'est pas dangereux, mais il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Et là, on est dans et on a des prix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a le problème, c'est qu'on a des taux, le coût de l'argent qui a monté et des prix qui n'ont pas baissé. Alors juste, témoignage d'un auditeur, puisque ça suscite des réactions. Luc, qui est au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités. Vous êtes promoteur immobilier, Luc ? Oui, je suis un petit promoteur immobilier. Je fais de la promotion depuis maintenant près de 35 ans. Oui. On oublie une chose, c'est que bien évidemment, Madame a raison, avoir un toit sur la tête, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Pour un... Dans la vie. Dans la vie, bien évidemment. Oui. Tout le monde aspire à cela. Mais évidemment. On oublie aussi une chose, c'est que on a emprunté dans les temps passés à 14, 15, 16%. Donc il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé derrière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a eu des prêts quasiment gratuits à 0,5, 1% pendant quelques temps. Et on a fait, les promoteurs d'ailleurs s'en sont bien félicités, on a fait pas mal de ventes relativement facilement. Aujourd'hui, on a à peu près, je vois chez nous, j'ai aussi une agence immobilière, sur 6 affaires importantes qu'on a en cours en ce moment, on a 4 prêts qui posent problème. Et c'est des prêts avec des taux qu'on va avoir à 3,20, 3,50. Le seul problème, c'est que le taux d'usure qui avait été fixé par, je ne sais pas si c'est Bercy ou la Banque de France. C'est Bercy, oui. Bercy. Voilà, fait que, alors d'une part, les banquiers ont toujours dit et disent toujours qu'ils ne gagnent pas d'argent avec les prix immobiliers. On n'est pas censé les croire. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un effet de ciseau. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui peuvent emprunter, mais les remboursements ne passent pas. J'ai l'impression aussi que Bercy a demandé aux banques d'être beaucoup plus draconiennes dans les dépassements je dirais, d'endettement. Avant, on pouvait s'arranger avec les banquiers. Oui, c'est vrai, oui. Parce que ça dépassait un peu. Maintenant, ils sont beaucoup plus draconiens. Ils sont très stricts. Ils sont très stricts. Ils sont très stricts. Il suffit que vous ayez un prêt chez je ne sais pas qui pour une machine à laver et on a l'impression qu'ils vous refusent pour ça. Oui. Donc, si vous voulez, effectivement, on se retrouve confronté à un très gros problème. Il y a aussi le fait que alors, il y a un autre souci aussi, Madame a raison, pour acheter, on a beaucoup de gens qui aujourd'hui refusent de s'engager parce que c'est excusez-moi l'expression, c'est un peu le foutoir partout.
Ils ont un peu peur. Ils ont un peu peur de s'engager. De la même manière comme forme inconsidérée, un peu inconsidérée, la peur, parce que justement, c'est que dans cette période-là, c'est bien d'acheter de la pierre. Aussi, peut-être, non? En fait, la peur, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la rétractation psychologique, c'est la peur d'acheter maintenant, alors que les prix vont tomber demain et que du coup, on aura acheté en haut de la montagne. C'est toujours ça, la peur. C'est la peur d'acheter au mauvais moment. C'est la question du moment. C'est pas la peur générale d'acheter, parce que tout le monde aspire à devenir propriétaire, c'est sécurisant. Mais tout le monde veut acheter. Pendant des années, on s'est dit que si on achetait toujours pas cher un produit extraordinaire. On est bien d'accord que ça n'existe pas. On est bien d'accord. Et puis sur les prix qui vont tomber, moi je suis vraiment hyper prudente là-dessus. Ouais, parce qu'en fait, on va avoir, bon, évidemment, on voit déjà des baisses sur des biens. Alors, il y a les fameuses passoires, il y a aussi des biens qui étaient surcotés, donc voilà. Oui. Mais la réalité, c'est que il y a quand même un truc, c'est que depuis 4 ans là, il y a eu 1 million de transactions dans l'ancien, plus d'1 million. Tous ces gens qui ont emprunté là, ils se sont mis bien au chaud avec des taux à 1%. Donc eux, ils ont fait un braquage. Ils vont rester au chaud. Sauf contrainte. Alors, ils sont pareils, c'est divorce, c'est décès, machin. Mais globalement, tous ces gens-là n'ont absolument aucun intérêt à vendre. Or, pour que les prix baissent, il faudrait qu'il y ait un afflux massif de biens. Tous ces Français-là ont emprunté à taux fixe en plus, donc on n'a pas du tout la problématique qu'ont nos amis anglais et espagnols qui se tapent des variables, et du coup ils ont déjà les problématiques avec des gens qui empruntaient toujours à taux fixe. Nous c'est à taux fixe, donc surtout en ce moment. Non mais de toute façon il n'y a pas de variable. Alors vraiment que les choses soient claires. Bien, Luc, merci. Oui, il faut emprunter à taux fixe, absolument. Alors sur l'emprunt, parce que votre question c'est est-ce qu'il faut encore acheter? Faut-il avoir peur d'acheter? C'était ma question. La réponse c'est non, franchement non. D'abord, évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire. Oui, mais je le pense. Et je le pense. Mais mais je vous dis aussi que c'est difficile pour nous. Donc je vous dis, je parle cash. Aujourd'hui, on emprunte entre 3 et 3,5. Oui. Avec une inflation qui va être entre 6 et 8. Donc de toute façon, il n'y a pas un grand danger. Il n'y a pas un grand danger. Alors est-ce qu'on peut? C'est un autre sujet, mais si on peut, il faut le faire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On emprunte toujours. Moi, quand j'ai démarré, il y avait une inflation à 13% et on faisait des prêts à 18%. Aujourd'hui, on emprunte quand même la moitié de l'inflation. Il y avait une indexation des salaires sur l'inflation. Oui, d'accord. Ça joue un peu quand même. En ce qui concerne les prix, il y a deux marchés. Il y a les prix du neuf. Eux ne baisseront pas. Parce que nous, c'est un prix technique. Le prix du neuf ne baissera pas. C'est pas possible. Parce que c'est un prix technique. C'est-à-dire que si j'achète aujourd'hui du neuf, dans le neuf, je suis garanti d'avoir toujours un prix. Si je revends, je suis garanti. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Comprenez, parce que je me mets toujours à la place de celui qui veut acheter. Il se dit toujours, est-ce que je fais un mauvais achat? C'est toujours le problème. Il faut être très clair. Les prix du neuf ne baisseront pas, tout simplement parce que nous, c'est un prix technique. Et comme les matières premières augmentent, comme le coût de la construction augmente, comme les normes aussi augmentent, on est parti, nous aussi, pour avoir des prix qui montent. On n'a pas de marge de manœuvre. Donc nos prix vont stagner, voire légèrement monter, mais ils ne baisseront pas, ça j'en suis certain. En ce qui concerne le marché de l'ancien, le marché de l'ancien est un marché qui n'est pas un marché technique, c'est un marché d'offres et de demandes. Mais le marché de l'ancien se cale un peu sur le marché du neuf quand même. Parce que et on sait qu'en moyenne, l'ancien, toutes choses égales par ailleurs, est entre 25 et 30% moins cher que le neuf. Donc, comme le neuf va continuer à monter à cause des normes, à cause de la guerre en Ukraine, etc., je ne vois pas comment l'ancien pourrait décrocher. Je ne le pense pas une seconde. Bon. Vous êtes d'accord, Corinne Joly? Je pense pas non plus que l'ancien va décrocher. Vous pensez que ça ne va pas décrocher? Non, et d'ailleurs, il peut y avoir, là, il y a des légères baisses, etc., mais... Donc les prix ne baissent pas, quoi. Ils vont peut-être baisser un peu, mais c'est vrai que le côté crash, moi, je le vois pas. Je connais personne qui y croit parce qu'il y a quand même une demande qui est forte, parce que des contextes anxiogènes comme celui dans lequel on est donne plutôt envie d'acheter, la fameuse valeur refuge, l'immobilier, c'est sécurisant. On a parlé des retraites, madame l'a dit tout à l'heure, être locataire quand on arrive à la retraite, c'est très stressant. Donc tout le monde a envie d'avoir acheté à un moment, donc la demande, elle va pas baisser. Il y a pas assez de logements en France, donc il y a toujours une demande qui est importante et il y a toujours un manque d'offres. Donc partant de là, les prix ils peuvent baisser parce qu'il y a des blocages sur le financement, comme madame l'a dit tout à l'heure, quand on pouvait emprunter 280 000 et que maintenant on peut plus emprunter que 235 000, ça peut faire baisser un peu. Mais l'immobilier n'est pas dans une bulle. Je sais que tout le monde se dit c'est pas possible, les prix ont été multipliés par 3, c'est forcément une bulle, elle va éclater. Non, c'est pas une bulle, il y a une
forte pression sur la demande. Enfin, il y a beaucoup de demandes. Bon. Il y a un manque structurel et en plus, il y a un manque de terrain maintenant. Il y a toutes les lois sur l'artificialisation des sols. Nous allons voir s'il y a des endroits, si c'est fluctuant en fonction de la géographie, évidemment, hein, en fonction des villes ou même des petites villes, en fonction des provinces, même des biens de la dans les situation villes, géographique, même les biens dans les villes. Le 9, là, on va regarder tout ça. Merci d'être avec nous. Il est 11h27. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. 11h31. Nous sommes avec Maël Bernier, qui est porte-parole de Meilleur Taux. Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. Nous parlons de l'immobilier. Alors, on parlait de l'achat, la peur de l'achat. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un acheteur, 37 ans. Non, emprunteur. D'un emprunteur. C'est ce que dit Corinne Joly. Âge moyen d'un emprunteur, 37. Âge nous, moyen d'un acheteur, 50, à cause de tous les acheteurs qui n'empruntent pas parce qu'ils achètent en revendant un bien précédent. Donc finalement, ceux qui achètent ont autour de 50 ans. 50, 55 et plus. 50, 55. Les départs à la retraite, c'est un moment majeur d'achat. En revendant, on vient d'une agglomération où on travaillait. On part dans une zone avec une meilleure qualité de vie. Ça, c'est un parcours très classique et qui n'est pas du tout réservé aux riches. Alors, les prix, maintenant. Est-ce que selon les régions, évidemment, selon les régions, les villes, ça va du simple au double, même au triple, au quintuple même. 1 à 10, on va dire. 1 à 10. De 1 à 10. Il y a des endroits. En France, de 1 à 10. Il y a des villes où on achète à 1500 euros le mètre carré et d'autres à 10 000, quoi. Ça va même plus loin. Exactement. Enfin, je ne parle pas de Paris et de certains. Non, mais vous prenez quelques stations de ski UP ou de. Oui, il y a des stations de ski à 15 000. Même avant, Val d'Isère est à plus de 20 000. Allez, qui dit plus Val d'Isère est à plus de 20 000. Courchevel du 150 à 40 000. Bon, voilà. Courchevel à 40 000. Enfin, là, c'est une niche. C'est particulier. Qui achète non, mais après, c'est intéressant parce que ça prouve l'impact du tourisme. Parce qu'en gros, c'est Paris plus montagne plus littoral égale 10 000. Oui. On touche aux 10 000. Et puis, à l'inverse, si vous êtes ni dans une zone touristique, ni dans une zone dynamique économiquement, donc, la Nièvre, je suis désolé pour eux, mais je vais citer Nevers. Voilà, la si Nièvre. Vous achetez à Nevers, c'est à 1005. 1005. 1005 à Nevers. Donc ça vous avez un bel appartement en centre-ville à Nevers pour 1000 ou 1500 euros le mètre carré. C'est vrai qu'il faut mentionner... Est-ce qu'il est rentable d'acheter à Nevers ? Est-ce que vous arrivez à le louer ? Parce que ça dépend. On achète surtout pour une résidence principale. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que les acheteurs achètent pour y habiter ou achètent pour louer comme investissement ? Alors chez nous, les promoteurs, nous avons environ, alors à part ce que nous vendons en bloc aux bailleurs sociaux, aux institutionnels, 54-55% propriétaires occupants et 45% investisseurs. Ah d'accord. Et ça bouge ce pourcentage oui, le pourcentage investisseurs a tendance un petit peu à diminuer. Mon prédécesseur, il y a 10 ans, vous aurez dit 50-50. Et moi, je vous dis 45-55, ça bouge un peu. Ça diminue. Pourquoi ? Je pense que la vraie raison est que les banques ont mis dans le fameux 35% d'endettement l'investissement immobilier, ce qui est locatif, pardon, ce qui est totalement ridicule parce que il faut déduire. On dit toujours c'est la règle des 3 tiers, 1 tiers est payé par le locataire, 1 tiers par l'effort du propriétaire et 1 tiers par la fiscalité, l'avantage fiscal Pinel, etc. Donc nous on demande vraiment que ça sorte. Il y a des gens que je connais qui ont des CSP moyens plus, qui ont en fin de carrière 4 ou 5 appartements et quand on regarde leur encore décrédité, ça se finit pour la retraite, ils ont calculé, et quand on regarde leur endettement c'est 100%, mais ça n'a aucune importance, ça a été financé autrement. Donc ce calcul est faussé. Oui, je comprends, et ce calcul est faussé. Donc, pour en revenir, les investisseurs, donc moins d'investisseurs aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'investisseurs, selon vous, Corinne Joly ? Alors, il y a un problème sur le financement là, qui vient d'être expliqué. C'est vrai qu'ils ont particulièrement de mal à expliquer en ce moment aux banques leur dossier. Donc, il y a un problème de financement. Après, dans les zones qu'on a le blocage des loyers, peut-être ça refroidit les investisseurs. Le DPE, les normes énergétiques. Ça dépend si on parle de neuf ou d'ancien. Non, mais je parle de l'ancien, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Ça décourage l'investisseur qui achète pour louer. Pas dans le neuf. Non, mais dans l'ancien, il y a Mais on se rend compte que dans le neuf, l'investisseur a plutôt tendance à aller dans le neuf que dans l'ancien, parce qu'il a de l'avantage fiscal. On dit en règle générale que le neuf est plutôt un marché d'investisseurs et l'ancien est plutôt un marché de propriétaires occupants. Alors c'est une grande tendance, c'est faux de façon absolue, mais on a beaucoup plus d'investisseurs dans le neuf que dans l'ancien. Vous le constatez à particulier ?
Pour nous, c'est plutôt les typologies de biens. Un studio en centre-ville, c'est un produit d'investisseur, c'est pas un produit de résidence principale. Donc voilà, les types de biens font des marchés. En revanche, là, quand on a évoqué tout à l'heure, j'ai parlé de la Nièvre, on peut parler de toutes les villes moyennes, ce sont classiquement des marchés de résidence principale, parce qu'il y a plus de biens de 4 pièces, 5 pièces, et donc là, on rentre dans des marchés de résidence principale. Mais si j'achète 2 pièces à Nevers comme investisseur, est-ce que je trouverai un locataire ? C'est toute la difficulté. Pas sûr. Vous risquez d'avoir de la vacance locative, donc ça, on en arrive à l'autre point, c'est que s'il y a des tels écarts de prix, c'est qu'évidemment, il n'y a pas les mêmes dynamiques d'emploi. Dynamique économique et dynamique d'emploi. Et que ça joue. Et ce serait vraiment une clé. Il y a même des villes en dessous de 1 000 € le mètre carré. Et en fait, quand on achète... Pardon, Maëlle, je repose encore une autre question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, ça se creuse, cet écart, entre les endroits où on loue très facilement et où on achète très cher, où on vend très cher, et les endroits où on loue très difficilement et on achète très bas? Ça se creuse depuis 20-30 ans. Depuis 20-30 ans, parce qu'on a métropolisé le pays, donc on a 10 métropoles qui ont vraiment monté. On a un peu raté l'échelon ville moyenne qui, à mon sens, c'est vraiment dommage parce que c'est, à mon avis, la clé. Je trouve quand même que dans ça, sur ce côté-là, je trouve qu'il y a quand même le Covid a été positif parce que je trouve que les villes moyennes ont redynamisé les villes moyennes. On a redécouvert les villes moyennes. Oui, mais après 20 ans où on a fermé des services, des maternités. À cause du zonage, il faut parler du zonage. Oui. C'est-à-dire du zonage. Écoutez, c'est un peu technique, mais pas trop. Alors, on va essayer d'être très simple. Oui. En fait, l'État, à la demande même des promoteurs immobiliers, donc a fait un zonage parce qu'il y avait beaucoup de gens pas très scrupuleux qui faisaient des résidences à usage locatif dans lesquelles il n'y avait pas de marché locatif. Et donc nous, les promoteurs FP, on a dit mais il faut arrêter ça va être des déçus de l'immobilier. Et donc il y a eu un zonage, les zones A, B1, B2, zone C, etc. Et en fait, pour faire très vite pour les auditeurs, les métropoles sont éligibles au dispositif Pinel de défiscalisation, et les autres villes qui ne le sont pas. On va expliquer le dispositif Pinel, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que vous achetez dans des zones Pinel, vous achetez un appartement et pendant un certain nombre d'années, vous êtes obligé de le louer à un plus bas prix, mais vous pouvez défiscaliser les intérêts. Vous défiscalisez les intérêts, ça vous pouvez déjà, et vous défiscalisez surtout aussi de votre revenu et de votre revenu un pourcentage. Alors un pourcentage de ce que vous avez choisi. Voilà. Bon, donc ça a favorisé, mais c'est fini, ça, il y en a plus. Alors si le Pinel continue jusqu'au 31 décembre 2024. Et actuellement, il y a 2 Pinel qui cohabitent. Le Pinel Plus. Parce qu'il faut des appartements un peu plus grands, différemment orientés, etc. Plus de normes, ce qui coûte plus cher. Et si vous gardez le Pinel normal, l'ancien Pinel, vous pouvez toujours l'utiliser, mais les avantages ont été un petit peu dégradés. Bon, je voudrais revenir sur les résidences principales et les résidences secondaires. Vous dites aujourd'hui, ce sont les résidences secondaires qui se vendent. On est bien d'accord. Le marché résidence secondaire est plus vigoureux que le marché résidence principale. Non, en volume, les résidences principales continuent de représenter, parce qu'il y a les divorces, il y a la vie, quoi. Mais en prix, ce que je notais, c'est que c'est là où c'est le plus cher. C'est là où il y a le plus de résidences secondaires que les prix sont le plus élevés. Ce qui veut dire que on a un marché, je disais tout à l'heure, qui est un peu à l'abri de toutes les difficultés dont on vient de parler. C'est-à-dire que plus on a de moyens, et plus l'immobilier est rentable, quoi. Si j'ai bien compris, non mais évidemment. Il y a plutôt un accroissement des inégalités, Il y a un accroissement des inégalités, évidemment. Il y a ceux qui ont eu la chance d'acheter à un moment donné et qui l'ont fait, et il y a une inégalité d'âge. Mais moi, c'est ça que je vois qui est criant. Inégalité d'âge. Vraiment, l'inégalité, elle est évidemment, il est revenu, mais au-delà de ça, il y a une génération entière qui est bloquée. Ceux qui ont moins de 30 ans, 35 ans aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Là, au moment où on se parle, parce qu'ils n'ont pas d'épargne. Pour certains, ils ont encore des prêts étudiants à rembourser. Tout le monde n'a pas. Alors, c'est pas la chance d'avoir des parents communistes, mais c'est la chance d'avoir des parents qui peuvent donner, ou qui donnent d'ailleurs. Et donc, en revanche, toute la génération qui a 60, 70 ans, ils ont acheté à 25 ans, ils ont vendu, ils ont racheté, ils achètent les résidences secondaires. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, l'achat, évidemment, plus on s'éloigne d'un centre-ville, je parle des grandes métropoles, et moins c'est cher. Oui, en général, oui. En général, toujours. Oui. Toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez, je sais pas moi, à 10 km du centre de Paris, c'est beaucoup moins cher. Donc, ou 15 km du centre de Paris. Plus on s'éloigne, plus les prix baissent. Sauf si vous êtes sur une zone touristique. Vous prenez Toulon.
Oui. Eh ben en fait, toute la côte autour de Toulon est plus chère que Toulon parce que la côte est très touristique. Et plus cher que le centre-ville. Plus cher que la ville. Le tourisme fait plus monter que les prix de l'immobilier. Le tourisme, c'est le tourisme qui fait monter le prix. On a dit tout à l'heure, montagne, littoral. Autour d'Aix-en-Provence, c'est pareil aussi. Enfin voilà, c'est ça. Oui. Il vaut mieux acheter au cœur d'Aix-en-Provence que dans les environs d'Aix-en-Provence. Bon, mais oui, ça c'est très très intéressant. Est-ce que ces prix-là, est-ce que vous, promoteurs, aujourd'hui, vous construisez plus loin des villes que vous avez plus de terrain en centre-ville, donc. Alors, même loin des villes, maintenant vous avez des normes. Alors, vous allez me parler du ZAN, sûrement. Zéro artificialisation nette. Non, nous les promoteurs, quand on regarde nos statistiques, on continue à voir que plus c'est central, mieux c'est. Et donc on continue vraiment. Vraiment. Ah oui, vraiment. Il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que si vous construisez un immeuble, vous mettez à la promotion un immeuble en centre-ville, vous le vendrez plus facilement qu'à la périphérie. Alors d'abord. Ça dépend. Toutes choses égales par ailleurs, oui, mais ça dépend du prix du foncier, ça dépend de tellement de choses. Ça, on est d'accord. Mais nous, on recherche, plus c'est central, plus on sait qu'on vendra. Ça veut dire que c'est un retour de centre-ville, ça? Toujours. Non, il y a un retour du centre-ville ou pas? C'est pas vraiment un retour du centre-ville, c'est juste qu'il faut être conscient que quand on s'éloigne, c'est à cause du prix. C'est pas parce qu'on est content de s'éloigner. On n'a pas le choix. Donc ce sont les jeunes qui s'éloignent parce qu'ils ne peuvent pas payer des logements en centre-ville. Donc vous prenez des marchés de centre-ville, c'est des marchés, comme on dit techniquement, de secondo-accédants, c'est-à-dire que c'est ceux qui y sont déjà, qui rachètent à l'intérieur. Vous savez bien qu'il y a des quantités de villes où c'est moins cher en centre-ville qu'à la périphérie. Hein. Ça, moi, j'en connais deux, par exemple, Nîmes et Montpellier, je peux vous dire que c'est, à la limite, c'est moins cher en centre-ville qu'à la périphérie. Oui, parce qu'il y a, comme disait Corinne, il y a la zone touristique. Il y a le tourisme. Mais l'éloignement est une chose subie. Moi, je pense que... alors, il y a une génération assez âgée maintenant qui quittait les centres-villes pour avoir sa belle villa individuelle. Exact. Ouais. C'est fini. C'est fini, ça? Oui, ça paraît d'une autre époque. Aujourd'hui, nous, je répète vraiment, plus c'est central, mieux c'est pour nous. On construit de moins en moins de maisons individuelles? Ça va être obligation à cause de la fameuse zéro artificialisation nette. Artificialisation des sols. On devra, ce que veut le législateur, c'est reconstruire la ville sur la ville. Mais le problème, c'est qu'on va interdire tout doucement de construire en zone naturelle, la maison individuelle. Mais comme ce sont les maires qui délivrent les permis de construire, les maires des zones denses ne veulent pas non plus les densifier. Donc là, il va y avoir un problème. Et c'est là-dessus que nous, on se bat beaucoup, parce que pourquoi pas la ZAN? Bien sûr qu'il faut garder des terres pour les agriculteurs, il faut garder des terres naturelles. Tout le monde est d'accord. Sauf que les maires de ces communes-là, eux, râlent un peu en disant « Ouais, mais moi j'aimerais bien aussi un petit peu développer ma commune, mais j'ai plus le pouvoir. » Et les maires des centres-villes disent « Mais moi, je n'ai plus non plus envie de construire sans cesse. » Donc on a un problème de rejet de l'acte de construire en France. Bon, on le voit pas que sur l'immobilier, on le voit aussi sur les zones d'activité qui sont l'immobilier, on le voit sur les éoliennes, on le voit sur plein de choses. L'acte de construire dérange. Bien, il est 11h44, oui. Juste pour dire, il y a quand même, vous l'avez évoqué, vous avez raison, il y a encore des endroits en France accessibles. Il y a encore des endroits qui sont entre 1000, 2000, 2500 euros du mètre carré. Donc là, on a cité des villes, vous avez cité des villes qui sont touristiques. Il y a toutes les villes moyennes qui sont pas en bord de mer. Je vais à Châlons en Champagne, je vais à Vesoul, je vais au Mans, il y en a plein. Il faut se demander pourquoi elles n'ont pas. Alors, elles sont quand même relativement dynamiques. Si vous avez un bien à Le Mans, je pense qu'il se vend quand même assez bien. Elles sont encore abordables. Mais ça se vend très bien en ce moment. Voilà. Les maisons se vendent très bien. Mais c'est pour ça, pour le coup, je maîtrise parce que j'y vis et j'y suis née. Donc voilà. Typiquement au Mans. Alors vous parlez des programmes neufs dans le centre-ville. Tout à fait, ça se vend très bien. Et pour le coup, je parlais de mes fameux retraités qui vendent des grosses baraques et qui achètent. On est dedans. Ensuite, vous avez la maison individuelle qui sont parce que c'est une ville de maisons. Donc il y a beaucoup de maisons individuelles avec le jardin. Vous avez 4 chambres et vous êtes sur des budgets inférieurs à 300 000 euros. Oui. Et vous mettez des enfants et tout le monde. Ah bah oui, un tout petit studio. Voilà. Et en revanche, vous allez et c'est pas une ville de location. Parce que très vite, quand vous êtes jeune et que vous installez là-bas, il y a quand même c'est des zones qui ont il y a des boîtes et tout ça. Vous avez très vite envie d'acheter et vous pouvez acheter parce qu'en fait vous dites en fait je vais rembourser les 1002 de crédit et les maisons à louer comme elles sont très rares, elles sont chères. Donc voilà, les villes moyennes. C'est encore possible. Dans les villes moyennes, je pense que vraiment, c'est une bonne échelle. Le conseil que vous donneriez aujourd'hui, c'est d'acheter, que ce soit. Enfin, évidemment, si on a le projet d'aller vivre dans une ville moyenne, très bien, il faut acheter. Et si on est investisseur, il vaut mieux acheter dans une ville moyenne aujourd'hui. Les investisseurs.
Les villes moyennes, ça peut marcher comme il y a pas dans la plupart, il y a pas trop de vacances locatives. Après, on va pas se mentir, c'est plus facile de louer dans une métropole, il y a plus de demandes. C'est plus facile quand il y a beaucoup d'étudiants, par exemple. Les étudiants, en fait, il faut regarder les écoles, il faut regarder là où les étudiants ont envie de travailler, ont envie d'aller. Il y a de plus en plus de campus étudiants aujourd'hui. Bien sûr, mais les investisseurs regardent aussi les centres-villes plus que l'extérieur. Plus que l'extérieur. Alors pour le coup, c'est très important pour les étudiants parce que les étudiants n'ont pas du tout envie. Enfin, les étudiants, ils ont envie d'être là où ça se passe. Donc centre-ville. Un étudiant, il n'a pas envie de sortir. Un étudiant, il n'a pas envie de sortir. Une ville comme Angers qui est hyper étudiante, ils ont des prix d'immobilier qui font comme ça d'ailleurs et qui ne baissent pas. Et effectivement, trouver un studio à acheter à Angers, c'est devenu hyper dur parce que c'est que ça va être loué. Il est 11h46, à tout de suite. Bien, il est midi moins 10, effectivement, d'une ville à l'autre, d'un territoire à l'autre. Il n'y a pas de politique d'aménagement du territoire, mais ça, on l'a constaté. On l'a constaté dans de multiples domaines, pas que dans le logement. Donc, alors moi, je voulais poser une question à propos de la rénovation. Est-ce que ça va peser, cette obligation de rénover, de la chasse aux passoires énergétiques, est-ce que ça va peser sur le marché immobilier? Corinne Joly. Le problème, c'est que tout le projet, enfin le calendrier est irréaliste et ça semble évident pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des interdictions qui vont tomber progressivement. Donc les logements G+ ont été interdits le 1er janvier à la location. Les logements G seront interdits en 2025. Les logements F sont interdits à la location en 2028, je crois. Ça va enlever quand même pas mal de logements du marché, non ? Ça va être impossible. Ça n'arrivera pas. Ça tiendra pas. Ah bon. Ça ne tiendra pas. On parle de 5 millions de logements qui vont être retirés. Donc il y a un calendrier et quand on regarde, on dit c'est impossible. Mais des propriétaires vont faire des travaux, s'ils peuvent. Mais déjà, ça coûte de l'argent. Ensuite, il y a plein de problèmes pratiques. Il y a des problèmes de copropriété parce que la location, c'est une majorité d'appartements donc en copro. Et il faut une autorisation, isolation par l'intérieur, par l'extérieur. Enfin, il suffit pas de changer les fenêtres pour sortir un G. Donc, il faut que ce soit voté. Vous avez de bonnes chances de pas être voté. Donc, financement, vote, même les problèmes d'urbanisme. Il y a des tonnes de villes où vous pouvez pas isoler des masses par l'extérieur. Vous avez vu que l'Europe avait sortir un truc hier où ils obligent maintenant même les propriétaires détenteurs à faire des travaux avant de vendre. Il y a un truc qui vient de sortir hier. Ils nous en ont rajouté une petite. Ça va bloquer des ventes, ça. Voilà. Oui. Donc, le projet est irréaliste. Le projet est irréaliste. Et comme tout le monde commence à s'en rendre compte. C'est pas ce que disent les écologistes. Et dernier point, manque de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre. Si on comptait le nombre de logements à rénover et puis qu'on met en face le nombre d'ouvriers nécessaires, on va bien se rendre compte qu'il nous en manque énormément. Donc c'est pas possible. Et ça, tout le monde le sait. Donc dans ces cas-là, on fait comme d'habitude. C'est-à-dire que de toute façon, en écologie, on commence à s'habituer à avoir des objectifs extrêmement hauts. Et puis à ce qu'ils soient pas atteints, c'est quand même ce qui se passe sur les 3/4 des objectifs écologiques. Et donc, voilà, ça fait perdre en crédibilité. Les propriétaires, ils disent on va attendre de voir ce qui se passe. On bougera quand ça bougera. Mais honnêtement, actuellement, ça ne bouge pas. Il y a des aides à la rénovation, tout le monde a vu, on a fait le bilan, les gens changent le système de chauffage. Le problème aujourd'hui, c'est que vous manquez, dans l'immobilier, on manque de logements à la location. Ça, c'est évident. Alors c'est une conséquence de tout ce qui vient d'être évoqué là, c'est que comme les jeunes ont du mal à acheter, plus on a du mal à acheter, plus on reste locataire. Donc la carrière de locataire est en train de s'allonger. Aujourd'hui, et l'offre locative ne grossit pas. De trouver une location. Bien sûr, dans les grandes villes. Il y a une énorme pression locative. Ça veut dire que ça fait monter les prix des loyers, non? Puisque beaucoup de loyers sont bloqués. Il est admis par tout le monde qu'il manque à peu près 1 million de logements en France. Cette règle, elle peut contester. Et le point mort, nous on a fait faire des études par des écoles indépendantes. Le point mort est de le besoin de 450 000 logements neufs, nouveaux par an. Parallèlement, on en est très très loin. Donc vous avez construit combien en 2022 ? Le chiffre est à peu près 350. 350, il faudrait 450. En général. Il faudrait 450, 500. Voilà, on est toujours en dessous. Mais ça, vous savez, c'est cette histoire de pacte social. Moi, quand je suis dans les ministères, en audition parlementaire, on ne nous parle que d'écologie. Et j'ai l'impression que l'accessoire est devenu le principal. Je n'ai pas dit que l'écologie était accessoire, mais on est prêt à ne plus faire de logement au nom de l'écologie. Au nom de l'écologie. Et là, vraiment, quand on crée le ZAN, quand on crée tout ça, et nous, on a un vrai problème. On est en train de surenchérir le coût du logement. On réduit, vous savez ce que c'est qu'un PLU, un plan local d'urbanisme. Ils sont déjà beaucoup plus restrictifs que les anciens plans d'occupation des sols. On a fait une étude. Ils ne sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. Parce que les maires diminuent la constructibilité pour pas avoir d'ennui avec les voisins pour faire très rapidement. Donc aujourd'hui,
on continue à avoir ce manque de logement. Oui, mais le maire a intérêt à faire venir de la population dans sa commune. Plus aujourd'hui, il n'a aucun intérêt. Il a plus d'impôts. Non, mais déjà, il n'y a plus la taxe d'habitation. Oui, c'est vrai. Non, mais les maires nous disent vraiment qu'à chaque fois, c'est une contrainte. D'abord, l'acte de construire est refusé par sa population. Mais il sauve des écoles. Non, c'est l'inverse, monsieur Pourtin. Le maire, lui, il me dit, la population n'en veut pas. Parce que c'est un immeuble, voilà. Mais à chaque fois. Deuxièmement, pendant 15 mois, à peu près la durée moyenne d'un chantier, ça fait de la poussière, du bruit, des embouteillages au moment de la sortie des écoles. Et après, un logement, c'est environ 2,3 personnes par logement. Si j'ai 100 logements, j'ai 230 personnes. Je les mets où dans mes écoles? Je les mets où? Et donc le maire... C'est du collectif, là. Les maires nous disent, nous, en privé, on n'a plus d'intérêt à vous signer vos permis de construire. C'est pour ça d'ailleurs que la FPI propose qu'on flèche une partie de la TVA. C'est dramatique, c'est dramatique. Mais c'est ça le drame. J'ai commencé mes propos tout à l'heure en vous disant, on commence d'abord, nous, par une crise d'offres. Donc on dit on fait moins de ventes, on ne peut pas vendre non plus ce qu'on n'a pas à vendre. Ça c'est une palissade, mais il faut quand même le dire. Évident, donc les chiffres se cassent la figure aussi parce que nous avons moins d'offres. Oui, évidemment. Oui. Non mais voilà, c'est tout est dit. Non mais il y a un truc quand même qu'on a. Il y a un truc quand même. Pourtant vous êtes optimiste. Il y a un truc qui n'a pas été dit en plus, c'est que parce qu'on a gentiment et gracieusement enlevé la taxe d'habitation qui payait les mairies. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attaque la taxe foncière qui remonte de partout parce qu'il faut bien compenser. Le gouvernement a fait un cadeau qui ne lui coûtait pas cher puisque c'était pour les maires. Donc, on a quand même des mairies qui sont aujourd'hui, pour beaucoup, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a plus cette taxe. Et on l'a remplacée par rien. Donc, on est en train de, encore une fois, on en remet une petite couche sur les propriétaires en disant, c'est pas grave, ils sont tous très riches, ils vont tous payer. Et augmentation de la taxe foncière. Augmentation de la taxe foncière. Bon, oui, je suis d'accord. Mais en même temps, vous n'êtes pas pessimiste. Parce que c'est l'immobilier, on retombe toujours sur nos pieds parce que c'est un besoin fondamental. On n'est pas dans les crypto-monnaies. La demande est là, le besoin est là. On est dans la pierre, donc la vie va en rester des logements. D'une manière ou d'une autre, il faudra toujours que les gens achètent. Les gens ont besoin de se loger. Donc on sait qu'on est dans un secteur. Voilà, il y a le logement, il y a la nourriture. Voilà, c'est des secteurs où d'une manière ou d'une autre, on doit trouver des solutions. C'est un truc essentiel. Le logement, c'est essentiel. C'est fait partie de l'essentiel. Donc c'est le mot de la fin. Merci Corinne Joly d'être venue nous voir, Maël Bernier et Pascal Boulanger. Merci, c'est très intéressant. Et je me mets à la place de l'auditeur qui a appris et qui au moins sait où il en est maintenant. Il est 11h56. Merci d'être avec nous. Le constitutionnaliste qui est membre du Conseil d'État, conseiller d'État Didier Mauss, est mon invité à 12h05.